merci Lucie, merci Serge. Je reconnais ici plusieurs têtes amies avec qui j'ai travaillé parfois depuis des années. Alors, je suis vraiment très contente d'être avec vous. Je crois que c'est une ambiance assez conviviale. Alors, on aura l'occasion ensuite de pouvoir échanger sur des questions qui vous intéressent. Évidemment, donc c'est toujours le projet d'une équipe. Hein. On commence par ça, tout le monde le dit, mais c'est vrai. Hein. Donc, il y a, tout ce que le musée a accompli pendant ces dernières années, c'est le fruit donc d'une vision, d'une équipe extrêmement solidaire et surtout d'une institution très, très, très en santé. On aura l'occasion de le redire. Pourquoi donc un musée humaniste plutôt qu'un musée spécialiste? En fait, c'est un petit peu le motto que je trouvais pour incarner ce que peut être un musée au XXIe siècle. Comment est-ce qu'on peut réinventer donc cette institution qui est à la fois extrêmement vieille, 150 ans, même plus, et en même temps qui doit continuer à courir extrêmement vite. J'aime beaucoup utiliser donc cette métaphore donc souvent connue par les anthropologues, qui est la course de la Reine Rouge. Vous savez donc qui reprend donc le texte de Lewis Carroll dans Alice, donc derrière, de l'autre côté du miroir, et qui court à côté de la Reine de Cœur, et donc au fur et à mesure qu'elles courent toutes les deux comme des déchaînées, le paysage ne change pas. Alors Alice est extrêmement étonnée et demande à la Reine, mais je comprends pas, donc je cours et pourtant le paysage ne change pas. Oui, parce que dans ce pays, il faut pouvoir courir beaucoup pour rester à sa place. Alors ça vous dit qu'une institution comme le Musée des Beaux-Arts, même à 150 ans, court extrêmement vite. Et je peux vous dire que c'est un sprint et un marathon en même temps. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le musée, bon, d'abord vous y allez. Je vous invite. Et j'ai même une invitation spéciale, si vous voulez, lundi à 17h30, où on va vous présenter ce qu'est un musée humaniste avec des collaborateurs exceptionnels. J'y reviendrai plus tard. Très très vite, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est un campus muséal, c'est un drôle de musée qui a été fait donc au fur et à mesure du temps, un pavillon après l'autre, chaque fois donc grâce à la générosité de donateurs. C'est très important de comprendre ce lien organique de l'institution avec la cité, puisque nous ne sommes pas un musée d'État, même si nous recevons une subvention de la part du ministère de la Culture. Eh bien, nous sommes vraiment donc la création, je dirais, d'individus, de collectionneurs passionnés, d'amateurs, d'artistes qui, au cours de ces 150 ans, ont créé ce qui est devenu le musée. C'est un musée bilingue, c'est une force. Je le dis parce que le fait de pouvoir jouer avec les deux langues me permet de jouer entre deux continents et deux mondes, deux civilisations, et souvent de pouvoir amener une culture vers l'autre. C'est un atout. Et d'ailleurs, je pense que c'est un atout pour Montréal. C'est une collection encyclopédique. Ça aussi, c'est très important parce que nous n'avons pas de mandat très cloisonné. Nous ne sommes pas consacrés uniquement à l'art québécois, comme le Musée national des beaux-arts de Québec, où nous ne faisons pas que de l'art contemporain, comme le Musée d'art contemporain. Nous faisons tout. C'est assez simple. Hein. Donc le musée est sans frontières et c'est un musée qui a grandi parce que donc, des donateurs au cours du temps l'ont enrichi et chacun en y amenant ses passions. Je pense à Cleveland Morgan qui adorait les cultures du monde et qui a ouvert donc, le musée vers l'archéologie ancienne, vers la Chine, vers l'art précolombien, etc. Je pense à Madame Stewart, que vous connaissez toutes, qui était extraordinaire pour ce qui est du design contemporain, du design moderne. Grâce à sa passion, à sa vision, le musée peut s'enorgueillir d'avoir une des plus belles collections en Amérique, vraiment. Et puis, je pense à Pierre Bourgy, qui nous a amenés vers d'autres territoires, donc avec la musique, tout ce qui a permis au musée d'être encore plus pluridisciplinaire qu'il ne l'était. Donc c'est vraiment important de comprendre que nous n'avons pas de frontières. Et nous n'avons pas de frontières aussi dans notre programmation et dans notre vision. Pour moi, c'était bien important. Grand musée, même s'il paraît complètement éclaté, 200 employés, bon, j'ai marqué le budget, etc. Voilà, puis on s'autofinance extrêmement bien. Ça, je dois dire que vraiment, nous sommes à égalité avec l'Art Gallery of Ontario. Ça dépend des critères d'ailleurs. Et vraiment, donc, le musée fait bien. Pourquoi ? Alors, premier musée, 1912, vous reconnaissez tous le bâtiment Ornstein, maintenant, qui a été construit par les frères Maxwell, avec ce soleil. Ça a été vraiment un geste qui a été soutenu par la communauté. Stiuli a été un tel succès, on ne s'attendait pas à avoir un succès aussi grand, et puis ce soleil était tellement merveilleux, il y avait tellement de demandes de la part du public d'acquérir une œuvre, que finalement nous avons décidé de le planter donc, sur l'espace public, sur le trottoir, et de lancer une campagne. Alors, donc évidemment,
pour ce genre de campagne et ce genre de prix. Il faut quelques très gros donateurs, et notamment un, mais je vous dirais que ça a été une démarche démocratique, une souscription qui a bien marché. Un autre pavillon, 1976, construit par Lehman Sold, et vous voyez comment ce pavillon en béton extrêmement brutaliste se colle à un bâtiment précédemment construit qui ressemble à un coffre-fort. Donc on est déjà dans un musée qui a un dialogue complètement schizophrénique, je dirais, du point de vue architectural. Très 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 compliqué de comprendre ce qu'est le musée, je vous assure. À l'intérieur du musée de ce pavillon, la collection de design de Madame Stewart et entre autres, qui est vraiment extraordinaire. Et puis donc pour en rajouter donc à cette complexité de la topographie architecturale, on saute donc l'avenue Sherbrooke et de l'autre côté, nous avons un très grand bloc en fait, avec d'un côté le pavillon de marbre construit par Safdie en 91 et de l'autre côté un bâtiment en briques qui est le musée. Et ça, je suis sûre que parmi vous, certains donc, ne pensent que ce n'est pas le musée. Levez les doigts. Voilà. Ne vous inquiétez pas, pour les ministres, c'est pareil. Hein, et même les journalistes. Alors, les gens ne le savent pas. En fait, au départ, Moshe Safdie devait construire un très grand pavillon, et puis pour des raisons de conservation patrimoniale, etc. Donc, il a été décidé de conserver la façade de cet immeuble en briques, et c'est du total façadisme, puisqu'en fait, l'ensemble du bloc est le musée des Beaux-Arts. Alors, une fois encore, un musée coupé en deux, complètement schizophrénique. Et ce n'est pas fini. Alors pour ces performances, et là donc jusqu'à 2015, petit rappel sur ce que nous avons réussi à faire. Les fréquentations, nous sommes donc en ce moment donc pour la deuxième année de suite avec plus d'1 million de visiteurs au Canada. Donc c'est-à-dire que nous sommes le premier musée d'art. Je dis toujours musée d'art parce qu'il y a le musée de sciences naturelles, de civilisation, puis on se réfère à une association des musées d'art américains, donc qui vraiment nous comptabilise, si je puis dire. Alors ça, c'est une grande fierté. Je pense que cette année, malheureusement, on n'aura pas le million, on approche parce qu'on a subi le boycottage des institutions scolaires qui nous a fait perdre donc 50 000 précieux élèves. Et voilà, bon, enfin bref, mais on travaille à consolider et à dépasser. Je pense que plus tard, on sera capable d'avoir 1,2 million sur une base constante. C'est le premier au Canada pour les musées d'art, 12e en Amérique, 58e dans le monde. Donc on a progressé énormément. C'est une croissance de près de 100% depuis 2007. Hein. Donc c'est quand même considérable. On était à 550, 600 000. Là on est à 1 million. On a même fait 1,1 million donc, avec Chiuli. En abonnement, ça c'est assez remarquable. Le 5e en Amérique du Nord, c'est extraordinaire, je dois dire. Franchement, on est à 95 000 membres. On va arriver aux 100 000, je vous le dis, et vous allez le savoir. Mais bon, vous savez, les membres, il faut les renouveler à chaque année. Hein, donc, c'est vraiment tout un travail. Donc là, ça a été une croissance aussi très, très importante, puisque nous étions à 36 000 membres en 2011. Donc, c'est quand même 36 000, 95, un petit changement. Et puis, donc, pour tout ce qui est éducatif et communautaire, là, encore une fois, donc, on est à plus de 300 000 personnes. Donc, on est by far, donc vraiment leader au Canada et avec une croissance extrêmement importante. Les retombées économiques, puisqu'on a HEC, j'ai mis des chiffres, hein, parce que moi, je ne suis pas très bonne dans les chiffres, en fait. J'ai l'air comme ça, là, mais je ne fais que lire. Hein, je suis pas très... Donc, on est à 104 millions avec c'est un peu l'équivalent du Palais des Congrès ou les 27 festivals du Rémy. On aime bien dire ça aux politiques, vous savez. Moi, un jour, on m'a dit qu'il fallait donner des chiffres pour convaincre les gens. Ce n'était pas simplement ma passion, etc. Donc, c'est ce que nous avons fait en travaillant avec McKinsey. Alors, on espère que cet outil va être utile. Le 33% de tourisme, la réduction des coûts. Vous voyez aussi donc, que le musée travaille énormément depuis plusieurs années à réduire ses coûts par visiteur de près de 50%. Et puis en fait, donc, vous voyez également en parallèle, et ça ne sera pas une surprise, que le pourcentage des subventions a baissé considérablement de 76 à 47%. Donc pour avoir donc, un pourcentage qui est qui est en fait en dessous de la moyenne canadienne. Et enfin, donc, pour la subvention de fonctionnement, que j'indiquais ici. Donc, elle n'a pas été indexée depuis 92. Nous étions à 15,9 millions. Et puis, donc, maintenant, nous sommes à 13,6 millions. J'espère qu'on ne va pas continuer à nous couper parce que ça fait 4 années qu'on nous coupe sans arrêt. Enfin, on coupe. Donc, ce sont des coupures additionnelles et en plus reconductibles. Alors, j'ai pas de problème, mais disons que les donateurs avec qui on travaille, eux, ont un petit problème.
Donc, dans ce cas-là, mais c'est un merveilleux musée, donc nous travaillons avec un état d'esprit qui va vous rappeler donc, les textes de Darwin, pour ceux qui s'intéressent à ça. Moi, je suis passionnée de biologie et d'évolutionnisme, d'anthropologie et de sociologie. Donc, la sérendipité, donc c'est pas un terme que l'on utilise énormément en français, d'ailleurs, c'est vraiment... je l'ai appris donc, grâce à des ouvrages anglophones. Et c'est vraiment cette volonté donc, de travailler dans un contexte qui est le vôtre, avec lequel vous devez faire et vous devez innover. Donc c'est vraiment le principe de l'essai-erreur et le principe de la créativité, de la créativité, un petit peu comme ce que faisait Rodin, donc en assemblant tous ces fragments qu'il accumulait pour créer de nouvelles formes, de nouvelles figures. C'est un peu ce qu'on a fait avec un autre bâtiment qui a été ouvert en 2011, puisqu'en fait le musée avait l'intention d'acquérir une église. Vous vous souvenez, donc il y avait une église, bon, donc c'est pas une surprise, la communauté donc avait fondu, et c'est un bâtiment d'un point de vue patrimonial magnifique. Alors on s'est dit, on va utiliser cette église, on va la récupérer. C'était d'ailleurs une idée de monsieur Bernard Lamarre, grand entrepreneur que j'admire énormément, et donc à l'arrière, nous allons construire un pavillon moderne grâce à Provencher-Roi où nous allons mettre l'art québécois et canadien et réinstaller toutes les collections. Donc ça, c'était vraiment donc, l'idée que je voulais pour les collections. Et vous voyez encore une fois un bâtiment coupé en deux, une église avec un bâtiment moderne. Donc on reste dans ce langage très particulier qui compose le village du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je ne sais pas comment l'appeler, c'est vraiment... mais enfin bon, c'est vraiment une personnalité exceptionnelle. Et nous ne savions pas quoi faire avec la salle de concert actuelle. Ça, c'est important de le dire parce que cette salle, qui est finalement le cœur de ce merveilleux bâtiment, eh bien... quand on a acquis l'église en 2008, donc on n'avait pas encore on ne savait pas dans ce qu'on pouvait en imaginer. Alors on a fait une vidéo... une salle multiculturelle, vous savez, c'est le mot fourre-tout. Quand vous n'avez pas trop d'idées, vous dites ça, puis ça marche. Donc, nous avons rencontré, et c'est là où il faut quand même donc, toujours croire donc, dans les rencontres providentielles, la Providence. Effectivement, on peut en parler dans l'église. C'était Pierre Bourgy qui, de son côté, cherchait une église où il voulait donc, installer une fondation dédiée à la musique de chambre. Il se trouve que... Merci mon Dieu. Donc le lieu avait une acoustique extraordinaire que nous avons améliorée et ça a fait la Fondation Arte Musica et ça a fait la salle Bourgy. Le résultat, nous en sommes à la 5e saison très bientôt, c'est quand même 5 ans, c'est qu'il y a 170 concerts par année, dont 130 faits par la Fondation Bourgy. Également, il y a près de 50 000 auditeurs qui viennent et tout cela donc, et avec aussi un prix qui est assez peu cher et donc un public assez jeune. Donc ça a été un mariage inattendu, mais vraiment qui a marché. Le message, c'est de dire, vous ne savez pas exactement le bout de l'histoire, mais avancez, vous allez la construire et l'imaginer au fur et à mesure que vous allez créer donc, ce partenariat, cette collaboration. Les visiteurs, bon, ça marche très bien. Deuxième chose, un autre point aussi qui est important du point de vue du musée pour pouvoir rassembler les visiteurs et au-delà la communauté. Je pense que c'est une vision aussi qui s'incarne beaucoup parce que le musée des Beaux-Arts de Montréal, pour moi, ça a été un choc. Je venais de France, je suis conservateur du patrimoine d'État. Autrement dire, donc j'ai été... formé donc, dans un esprit de centralisme et de verticalité extrêmement corporatiste et assez sectaire, donc vraiment dans le top-down. Et puis là, j'arrive et je découvre le non-profit. Alors vraiment, c'est totalement un autre univers, c'est-à-dire un univers où, dans le cadre du conseil d'administration, dans le cadre du fonctionnement de tous les jours, je travaille avec des bénévoles, je travaille avec des gens qui sont de la société civile. Moi, je dis, mon patron, c'est un bénévole, c'est Brian Devitt, donc lui, il est sur le conseil et donc il nous aide. Et ce conseil, cette présence des bénévoles au quotidien, qui est très très importante, fait en sorte que vous réfléchissez complètement différemment la fonction, la mission de votre institution dans le lieu où elle est, dans sa communauté. C'est-à-dire que vous êtes dans un système de hiérarchie qui est beaucoup plus aplani donc avec beaucoup plus d'interaction, de réciprocité, avec un esprit, je dirais, vraiment de volonté d'être un acteur citoyen important et utile, parce que ce conseil
s'occupe de deux choses, et vous le savez. Donc c'est d'une part d'avoir une institution en santé du point de vue de sa gestion financière, et d'autre part d'avoir une institution qui réponde à sa mission d'excellence académique et qui rencontre ses publics. Alors ça a vraiment été un très très grand changement. Pour vous, ici, c'est peut-être totalement normal, mais je peux vous dire que je fais maintenant donc des séminaires et des cours à l'Institut national du patrimoine, donc la grande école qui forme les conservateurs de musées, et je suis très en lien avec le ministère de la Culture en France, et en fait, c'est très nouveau. Il y a beaucoup d'incompréhension du côté français de France, donc sur ce qu'est le non-profit. Une petite parenthèse, en France, vous avez des directeurs qui sont présidents. Ça ne marche pas. Là-bas, ça ne choque pas. Bon, alors, fermez la parenthèse. On revient à Gauthier. Gauthier, grand succès. Donc il y a une des visions très importantes dans la programmation qui maintenant a vraiment percolé donc à tous les niveaux, c'était de faire en sorte que les projets d'exposition, évidemment, doivent être importants d'un point de vue académique, doivent vraiment répondre à des objectifs d'excellence, hein, parce que je dois travailler avec mes collègues, puis je dois emprunter des œuvres, donc il faut que les sujets soient convaincants. C'est très difficile hein, d'obtenir des œuvres d'art. Entre parenthèses, l'expressionnisme que vous aviez l'année dernière, c'était 1,2 milliard donc, de valeur d'œuvres d'art au musée. La plus grande valeur ever, donc, qui avait été donc, indemnisée par l'État canadien. C'était assez. Alors pour obtenir les œuvres, il faut se lever tôt. Pour Gauthier, ça a été un petit peu plus facile, mais néanmoins, monsieur n'était pas forcément convaincu au départ, parce qu'il pensait que les musées étaient un lieu un cimetière. Alors, il fallait l'approcher d'une autre façon. Je n'étais pas une icône de la mode, alors il fallait trouver d'autres choses, et c'était plutôt une vision pour voir donc son œuvre, sa création, comme étant extrêmement inclusive, multiculturelle, tolérante. Chacun pouvait jouer avec sa mode, quel que soit son âge, quelle que soit sa corpulence, etc. C'est vraiment un message très inclusif, très généreux, et qui parle beaucoup, et notamment à une jeunesse à l'heure actuelle qui est aux prises donc avec des stéréotypes extrêmement astreignants. Alors, toute cette vision qui fait qu'un projet, oui, existe d'un point de vue académique, du point de vue de l'innovation, c'est la première exposition Jean-Paul Gaultier, point final, mais c'est aussi donc un projet qui parle à l'ensemble de la communauté, même si vous ne vous habillez pas en Jean-Paul Gaultier et même si vous ne vous intéressez pas à la mode. Et c'est ça qui est important, c'est que vous travaillez pour une institution, et cette institution, elle défend des valeurs qui la dépassent. Et l'équipe travaille pour l'institution, et nous travaillons tous pour des valeurs qui nous dépassent. C'est beau d'être un petit peu utopiste. Vous savez, je suis dans le non-profit, moi, donc ça... Alors, donc ça, c'était le cas. Alors, Gauthier a été un succès incroyable. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup d'innovation du point de vue de la technologie, du point de vue de la présentation. Ça, je crois que c'est vraiment une de nos forces. Et pour moi, c'est aussi important, donc, la communication esthétique et émotionnelle, expérientielle que nous pouvons avoir avec une œuvre d'art que ce qu'elle peut dire d'un point de vue du contenu historique, académique. Donc c'est vraiment au même niveau. Ce ne sont pas les mêmes langages, mais l'un et l'autre sont aussi importants. On reviendra à cette importance de connecter l'être culturel et l'être biologique, hein, c'est vraiment au cœur du réacteur, avec ici donc des mannequins animés par Denis Marlot, donc toujours travailler avec des talents locaux, et puis donc aussi, et pourquoi pas, est venu de Jean-Paul Gaultier toute une ouverture pour se dire « Ah, tiens, cette collection que nous avons, elle parle aussi le langage de tolérance et de diversité corporelle. » Une association Équilibre, une association québécoise pour la diversité corporelle et dans son image, dans les publicités, m'avait abordé à l'époque en 2011. Nous allons fêter leur 25e anniversaire cette année. Je suis très très heureuse parce que donc avec cette association qui est vraiment d'utilité publique, reconnue par les ministères, etc. Donc vraiment travaille à ce que l'imagerie soit beaucoup plus révélatrice de la diversité et la pluralité de ce que nous sommes. Et c'est ce que nous voyons dans un musée. Vous avez donc une Vénus, donc stéatopige, hein, grosse fesse, stéatopige, c'est plus chic, donc néolithique, et vous avez de l'autre côté donc le canon de comment s'appelle-t-il, mon Dieu, Parmigiani, merci, donc avec la Vénus de Montréal, et qui reprend donc une Vénus antique avec son pavillon qui est une psyché. Bref, et Gauthier tout au long. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'ordinateur qui fonctionne tout seul. Donc, les expositions sont en tournée. Très important, c'est de trouver des sujets qui soient à la fois pertinents d'un point de vue local, mais aussi qui puissent avoir une véritable légitimité d'un point de vue académique quand on les exporte.
C'est simple, le musée donc, exporte ses projets. Nous ouvrons beaucoup plus d'expositions à l'extérieur, à l'étranger qu'à Montréal. On a eu 2 fois 6 villes donc, qui recevaient des expositions du musée. Et cette année, nous en avons 8, ce qui est vraiment un record. Je vous dirais même que la ligne est tendue parce que donc, nous sommes dans une période de réinstallation et d'expansion. Donc c'est peut-être un petit peu trop. Évidemment, le directeur d'administration est absolument ravi parce qu'on est bénéficiaire sur le chapitre des expositions, donc il est très très heureux, mais je pense quand même que c'est un petit peu trop. Mais ça veut quand même vous dire donc, à quel point donc, on est capable, donc si on n'a pas je dis qu'on n'a pas de pétrole, on a des idées. Nous n'avons pas des Picasso à revendre, nous n'avons pas donc des œuvres impressionnistes à faire circuler en échange d'autres collections. Donc nous avons des idées, des projets que nous créons et que nous mettons en tournée. Tout simplement comme les compagnies de danse ou de théâtre. C'est assez unique, ça c'est vraiment unique au Canada, surtout à ce niveau-là. Évidemment, avec Gauthier, qui est un petit peu notre porte-étendard. Donc la 12e étape cette année va être bientôt donc, dans ce bâtiment hallucinant, vraiment hallucinant, qui a été construit par Zaha Hadid l'année dernière à Séoul et qui a tout simplement la taille d'un stade de baseball, puisqu'en fait c'est sur un stade de baseball. C'est complètement dingue. Alors je suis très 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 heureuse parce que avec cette étape, on devrait atteindre le 2,5 millions de visiteurs pour cette tournée vraiment phénoménale. 300 000 personnes, on en a parlé, musée engagé dans la communauté. Alors, tout cela donc arrive à, oui, les expositions qui tournent, oui, la programmation, bien entendu. Mais surtout, quand vous considérez un musée, c'est avant tout une collection. Il faut comprendre qu'un musée, c'est une collection que nous recevons et que nous allons recéder donc, aux futures générations. Et cette collection, c'est ce qui fait donc, la définition même d'un musée. Nous ne sommes pas une Kunsthalle, c'est-à-dire un lieu d'exposition, nous sommes vraiment donc, un lieu où on présente des objets. Comment conserver ce répertoire actif et pertinent au cours du temps? C'est la même chose avec Mozart, avec Shakespeare, etc. Des répertoires extraordinaires, mais qui doivent continuer à vivre et à être entendus et à être aimés. Eh bien, donc c'est cette réflexion, donc en fait, que je me faisais autour des collections, surtout parce que les collections, finalement, c'est le gros de notre budget. Hein, donc c'est peu d'argent par rapport donc, à l'investissement des expositions. La partie événementielle, on dépense beaucoup plus d'argent pour nos galeries, pour le gardiennage, l'entretien, les acquisitions, etc. Donc, c'était de voir donc, cette collection d'une autre façon. Une œuvre, donc, elle peut être vue du point de vue de l'histoire de l'art, mais elle peut aussi être vue de bien des façons. Un artiste ne crée pas une œuvre pour les historiens d'art. Un artiste crée des œuvres pour tout le monde. Il les crée dans un contexte historique, il les crée dans un contexte anthropologique, il les crée donc avec des moyens techniques, etc., etc. Si bien qu'une œuvre, elle parle toutes sortes de langages. Et c'est vraiment à nous, historiens de l'art, de laisser aller donc les œuvres, donc se faire kidnapper donc par d'autres interprètes qui vont les amener dans d'autres imaginaires totalement ailleurs. Et là, ça devient quelque chose qui intéresse tout le monde. Pas simplement nous, les historiens de l'art, vraiment le monde. Parce que les œuvres sont là pour parler au monde, dans toute sa pluralité. Un exemple important que j'adore, c'est vraiment un exemple qui me touche beaucoup, c'est ce tableau donc, de Suzor Côté, la jeune pastourelle de Suzor Côté, qui est une icône de la collection d'art québécois. Et on s'entend, le projet, et ce projet, c'est avant tout le départ, c'est de dire, cette collection, donc on l'a reçue, on va vous la léguer, et il faut que vous l'aimiez. D'accord ? Donc, il va falloir en faire des icônes. Moi, je sais que la Joconde sera toujours une icône, parce qu'on va s'en charger. Mais si on ne se charge pas ici de faire en sorte que notre collection en art québécois, en art canadien est reconnue, ben, je peux vous dire qu'elle va être oubliée. Ça, c'est très clair. Donc, c'est vraiment à nous de créer nos champions. Ça, c'est l'idée de base. Donc, ensuite, avec cette idée de base, on choisit des œuvres et on les amène vers d'autres discours. Cette jeune fille, un tableau pompier, un petit peu boîte à bonbons, donc fait par Suzor Côté, magnifique, présenté au Salon de Paris, etc. Donc, en fait, c'est aussi une petite fille qui travaille dans un champ à une époque où on n'avait pas accès à l'école. Et ça, c'est très fort. Et ça marche maintenant aussi. Malheureusement, il y a toujours donc, des dizaines de millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école. Donc quand on voit ce tableau, on voit aussi une problématique qui a beaucoup de sens aujourd'hui. Je vous recommande de lire Malala, c'est un livre vraiment superbe qu'elle a coécrit avec une journaliste anglaise, très bien.
Et on n'a pas besoin d'aller si loin pour se rendre compte que l'accès à l'éducation pour les filles, et même pour les enfants en général, c'est vraiment un problème de société. Alors quand vous montrez, quand vous offrez ces œuvres avec ce langage à des élèves, même s'ils ne connaissent rien à rien de l'histoire de l'art, ils vont comprendre ce que vous leur dites. Même chose avec Fortin. Ici, vous avez donc ces merveilleux ormes d'Amérique, immenses, extraordinaires, qui ont disparu, que moi j'ai découvert sur des photos, et que Fortin a rendu, et qui ont été décimés par la maladie. Qu'est-ce que ça dit? Ça vous parle d'écologie, ça vous parle d'une planète qui change, ça vous parle aussi d'anthropocène. Donc ce sont vraiment des mots qui parlent d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Hein. Et c'est ça qu'il faut trouver, c'est amener les œuvres vers donc, les problématiques d'aujourd'hui pour que les générations d'aujourd'hui puissent s'en saisir. Alors, toute cette vision d'un art à 360 degrés qui vraiment donc, va s'incarner au travers du Québec dans chacune des régions. On va travailler avec des écoles donc pour des projets pilotes dans chacune des régions du Québec, partout sur des projets transversaux qui sont liés au programme scolaire. En fait, j'ai voulu engager des professeurs qui travaillent avec des professeurs. Donc, pour être sûr que ce que nous allons offrir en termes de contenu pédagogique va s'incarner, va rentrer dans leurs besoins. Et on ne parle pas d'histoire de l'art. On parle de philosophie, on parle d'éthique, on parle de religion, on parle de mathématiques, on parle d'optique, on parle d'anatomie, etc. Donc ça, c'est vraiment l'art à 360 degrés. C'est un projet qui est très, très novateur, qui est très suivi. On a reçu donc l'aide du plan numérique du Québec. Donc, vraiment, on va le lancer en 2017. Tout ça va s'incarner donc dans le pavillon pour la paix, donc qui va ouvrir en novembre de l'année prochaine. Donc pavillon pour la paix. Pourquoi? En fait, tout simplement, c'est dans l'idée qu'un musée donc, est aussi une agora, peut rassembler en fait donc, une communauté donc, autour de cette problématique. Et ça avait déjà été imaginé avec le projet Imagine. Je ne sais pas si certains d'entre vous en 2009 donc, avaient visité cette expo. C'était vraiment donc, un projet d'ailleurs, je veux le dire, qui avait été assez magique parce qu'il avait suscité un modèle d'affaires assez étonnant qui pour moi reste exemplaire. C'est-à-dire que le projet devait être gratuit. Il devait être avec Yoko Ono, il ne devait pas fêter, donc il ne devait pas rentrer dans du peace business, si je puis dire. Yoko Ono donc, avait accepté de travailler avec nous pour célébrer donc, l'anniversaire du Bed-In à Montréal, donc dans un certain état d'esprit. Et arrivent Lehman Brothers, Too Big to Fail, bon, donc 2008. Mon directeur d'administration me dit « Ouh là là, on ne peut pas faire une exposition gratuite parce que vraiment on va avoir des problèmes. Alors il faudrait la rétrécir. » Ah ben non, on ne peut pas tellement la réduire parce que sinon, c'est plus du tout le même message, c'est plus le même enjeu, c'est plus la même vision. Bon, qu'est-ce qu'on peut trouver? Et là, c'est une expérience avec Cuba, donc lors d'une exposition que j'ai faite et qui m'a beaucoup marqué, qui a dit, ben, on va travailler en troc, on va travailler en service d'échange. Et puisque nous ne pouvons pas le faire donc avec nos propres moyens, nous voulons continuer à offrir ce cadeau aux Montréalais. Nous allons demander à tout le monde de participer. Donc c'était vraiment déjà une logique participative. Et donc chacun donc, a participé pour donner les arbres, pour donner les campagnes publicitaires, même pour donner même la Société des Transports de Montréal donc, est allée chercher Yoko Ono pour lui faire enregistrer un haïku qui a été diffusé dans les wagons de métro pendant les temps de l'exposition, etc. Au final, on a eu 40 partenaires. Non mais 40 partenaires, moi j'ai jamais vu ça dans une expo. Hein. On avait 3, 4, 5, vous êtes contents. Et la valeur, c'était plus de 1 million. C'était 1 million et quelques. Donc c'était énorme en termes de valeur. Donc ça aussi, ça vous dit quelque chose. Donc c'est plutôt que de réduire, plutôt que de faire payer, eh bien on trouve une troisième voie, la voie cubaine. J'aurais jamais imaginé que le communisme m'amène à ça, franchement. C'est pas mon truc. Donc l'interculturalité, c'est vraiment aussi, ça va être un... Je vais passer vite parce que c'est quelque chose qui est en train d'être complètement développé pour 2017. Donc c'est aussi un des axes majeurs donc, stratégiques de développement, puisque donc, le nouveau pavillon va nous permettre de redéployer également donc, nos collections de culture du monde. Et je voulais, donc en fait, j'ai créé un poste de conservatrice des cultures du monde et des programmes interculturels pour vraiment non pas travailler, excusez-moi, en mosaïque, ghettoisé, mais vraiment bien travaillé en carrefour, hein, en tapisserie. Et donc ça va être, c'est quelque chose qui est très très important. Et on travaille d'ailleurs avec le docteur Cécile Rousseau, etc. Donc à ce sujet. Œuvrer pour la paix, c'est toujours être pertinent. Je repasse très vite là-dessus parce que ce sont des actions que le musée est capable de faire très rapidement.
Et puis, donc, je vais en venir aussi à un projet qui est très, très important et qui vraiment a à la fois donc, une dimension d'innovation du point de vue de la réalisation, puisque le musée donc, est totalement leader en art-thérapie, mais également donc, une dimension qui rejoint ce que l'art et la culture vont nous apporter au XXIe siècle. Moi, je suis persuadée que le rapport à la culture sera ce que le rapport au sport a été au XXe siècle. Vous savez, il y a un siècle, on ne pensait pas que le sport donc, pouvait être bon pour la santé. On pensait que tout ce que ça pouvait déformer les corps, que ça allait altérer donc, la fécondité des femmes, etc. Eh bien, donc maintenant, il viendrait à personne à l'esprit de se dire, bah, écoutez, donc, oui, évidemment, faire de l'exercice physique, c'est bon pour la santé. Et c'est exactement la même chose avec la culture. De plus en plus, donc, il y a des recherches en neurosciences, il y a grâce à l'imagerie cérébrale et aux nouvelles technologies, donc, qui font en sorte que l'on connecte mieux notre être culturel avec notre être biologique. Et ça, donc, cela compose donc, ce goût, ce besoin physiologique pour la beauté qu'on est en train de comprendre. Et on voit que un contexte culturel va activer ce qu'on appelle les neurones miroirs et qui vont faciliter donc, des phénomènes de compensation et de bien-être, tout simplement donc, parce que votre être d'émotion, votre être émotionnel est aussi important que votre être cognitif et intellectuel. Moi, j'en suis persuadée, et je vous dirais même, j'irai au-delà des arts, c'est un beau paysage, c'est aussi donc, la beauté donc, d'un être aimé, c'est un rapport avec un animal, donc c'est cette communication-là qu'on est en train de mieux comprendre. Le XXIe siècle va utiliser le mot empathie énormément. On est vraiment là-dedans, c'est absolument passionnant, c'est absolument fascinant, c'est révolutionnaire, et on est donc on positionne le musée comme étant un lieu de bien-être, un musée pour la santé. Un musée pour la santé pour les patients, mais aussi un musée tout simplement pour que vous connectiez avec votre émotion. On ne parle même plus d'histoire de l'art, on est complètement dans autre chose. Évidemment, on a beaucoup donc, de projets, ce n'est pas des projets d'ailleurs, je veux le dire, parce que souvent il y a de la confusion, nous avons des actions donc, pilotes en art-thérapie, et là, donc, le musée est très innovateur, tant par l'échelle de ces projets que par l'innovation. On travaille avec le docteur Julien, le docteur Garel, on travaille avec le docteur Rousseau, on travaille avec le docteur Tardif, bref, tout ça ce sont des noms, docteur Steiger, etc., mais pour le post-traumatisme, pour la prévention du suicide, pour donc, la cardiologie, pour l'Alzheimer, etc., etc. Et vous savez, quand le musée aussi donc, travaille dans cette optique holistique qui va complémenter en fait le rapport donc, aux soins, à la thérapie, eh bien, ce n'est pas simplement le malade qui va être soigné, mais c'est aussi son entourage. Quand on dit que dans une famille, il y a un malade, c'est une famille qui est malade. Et c'est ça que le musée donc, veut apporter, un lieu de bien-être, un lieu de rencontre, un lieu de vraiment donc, où on se sent tout simplement bien. Et c'est très novateur. Hein. Je vous dirais que vraiment, venez lundi à 17h30. On a une présentation avec toutes ces personnalités extraordinaires qui sont vraiment des grands pontes et avec qui nous travaillons et qui témoignent de leur action avec le musée. Je vous dirais que quand on a présenté ces 40 partenaires au milieu de ces 400 associations, hein, il faut comprendre, il y avait M. Couillard, il y avait Mme David, il y avait M. Poetti, il y avait donc M. Blé. Eh bien, donc vraiment, même pour nous, c'était extrêmement émouvant parce que donc là, on se dit, oui, on est au XXIe siècle et on est vraiment dans un projet d'avenir. C'est ça qu'il va y avoir donc au musée avec beaucoup de partenariats que nous sommes en train de développer, que nous avons déjà développé avec le docteur Julien pour la radicalisation, pour etc., etc. Nous avons vraiment la lutte contre, tout est écrit, hein, l'insertion des femmes, la lutte contre le racisme, etc. Donc ce sont des aspects qui seront peut-être plus évidents, mais le nombre et l'ampleur et l'innovation de ces projets fait en sorte que le musée devient une agora, un lieu, un hub, donc vraiment utile pour l'ensemble de la société. D'ailleurs, j'ai même dit à M. Couillard, j'aimerais monitorer ce que nous faisons hein, pour montrer que tout cela donc, est vraiment utile. Évidemment, je parle aussi il y a la santé mentale, etc. Bref, il y a toutes sortes de projets que nous faisons. Tout cela va s'incarner dans l'atelier. Alors ça, c'est affreux, cette barre, c'est parce que je ne savais pas comment faire ressortir, donc je me suis débrouillée. Mais peu importe, l'atelier va être très beau. Donc c'est l'atelier international d'éducation et d'art-thérapie de Michel Lachenelière que nous allons ouvrir à la fin de cette année. Il faut comprendre que ce que nous présentons déjà, ce sont des actions
effective, puisque notre croissance a explosé en 2012. On est passé de 3 à 7 ateliers. Et puis en 2016, on va passer de 7 à 12 ateliers. C'est simple, vous comptez 15 000 personnes par atelier. Donc ça, c'est okay. Donc 15 000 plus 15 000. Et c'est ce qui explique donc cette croissance assez extraordinaire et pour laquelle nous ne voyons pas le seuil. Et ça, c'est quand même très positif. On se rend compte qu'on a vraiment, on touche à quelque chose qui est très, très important. Et puis, ça va se développer de d'autres façons. Alors, avec des espaces pour peut-être pas des consultations médicales qui seront dans le musée. Ça, c'est une première mondiale. Nous avons des projets avec l'autisme, c'est une première mondiale. Nous avons un médecin en ce moment qui vient le mercredi, qui accompagne des patients. Nous avons évidemment beaucoup d'art thérapeutes et le musée délivre le diplôme en collaboration avec Concordia pour de l'art-thérapie. Ça aussi, c'est une première. Bref, le nombre de premières est très, très important. Donc, on est complètement en train de changer l'image du musée, qui n'est plus un lieu académique, n'est plus un lieu uniquement d'art, mais qui est vraiment un lieu où vous allez vous connecter vis-à-vis de votre société, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Alors voilà, j'espère que vous allez venir. Merci. Merci Madame Bondy. La tradition des 5 à 8, c'est toujours que vous ayez une contrepartie académique. Elle va être la plus courte possible. Mais entre Laurent et moi, on va essayer de vous dire quelque chose. Mais d'abord, quelque chose de très intime. Vous m'avez perturbé, je vais vous dire pourquoi. Je suis français, montréalais d'adoption. J'adore Montréal. Et quand ma famille vient à Montréal, ma famille de France vient à Montréal, je leur dis, la première chose que vous voulez faire, c'est aller au musée des Beaux-Arts. Il y a toujours un truc formidable, ils vont au musée des Beaux-Arts. Et puis là, j'ai vu vos statistiques, et vos statistiques, c'est 33% viennent à Montréal d'abord pour voir le musée des Beaux-Arts. Alors je me dis, peut-être que ma famille vient d'abord pour voir le musée des Beaux-Arts, et pas moi. Et donc, ce soir, je suis un peu découragé. Ceci dit, plusieurs choses. La première chose, avec Laurent, on travaille, alors c'est une coïncidence, mais on travaille depuis 2007 dans Mosaïque, donc au moment où vous êtes venu. On travaille depuis 2007 sur essayer de comprendre l'économie créative des organisations créatrices. Et depuis le début, on était fascinés par l'existence à Montréal d'un certain nombre d'expériences dont vous connaissez certaines, la TOU, Espace pour la vie, donc ce qu'a fait Charles-Mathieu Brunel, et puis le Musée des Beaux-Arts. Et ces expériences-là, elles ont quelque chose d'absolument extraordinaire, en ce sens qu'elles fit, comme on dirait, avec ce qui est vraiment une organisation créatrice aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une organisation créatrice aujourd'hui? On travaille un petit peu avec notamment David Grandadam sur ce sujet-là. C'est une organisation qui à la fois est, comme vous le dites, une agora, c'est-à-dire une agora ou une place en anglais, places, qui permet de connecter des différentes communautés les unes avec les autres. Et donc de créer de la vie et de ne pas être simplement un lieu d'exposition d'œuvres d'art, mais un lieu de connexion de communautés. Et j'étais très sensible de voir qu'il y avait 400 communautés qui étaient connectées. Et je sais que finalement, au Musée des Beaux-Arts, vous avez fait venir à la fois la musique, l'architecture, la mode, la haute couture, etc., qui sont des formes artistiques qui sont venues récemment dans le musée. Donc cette connexion de communauté est assez fascinante. La deuxième chose, une institution ou une organisation créatrice, c'est une organisation qui est aussi... alors les Anglais disent space. Space, ça veut dire un espace de rayonnement sur le monde. Et je pense que les exemples que vous avez montrés, notamment évidemment, par exemple avec Jean-Paul Gaultier, c'est que le Musée des Beaux-Arts a su développer des modèles qui sont des modèles d'exposition qui fascinent le monde. Les 8 lieux dans lesquels les expositions aujourd'hui sont présentées sont un témoignage. Mais je voudrais simplement prendre un exemple. Je suis à nouveau français. Mon plaisir à Paris, c'est d'aller au musée Rodin. Et puis, dans cette espèce d'oasis incroyable, avec ce jardin absolument incroyable, juste de regarder les œuvres de Rodin. Et puis, au musée des Beaux-Arts, sous l'exposition que vous avez mis en place, j'ai découvert que Rodin, c'est bien autre chose. Que Rodin, c'est un atelier avec 50 personnes, une espèce de dessin d'abeilles, de buzz, avec des
des gens qui posent, avec des gens qui dessinent, avec des gens... C'est un atelier qui est devenu vivant et que je n'avais jamais vu en France. En France, j'avais vu l'œuvre, et puis j'étais fasciné par l'œuvre, et j'adore Rodin. Mais là, on a découvert, évidemment, non seulement Camille, mais aussi toutes les gens qui travaillaient autour de... Et donc, cette vision de la vie de l'artiste dans son milieu est quelque chose que je trouve très, très fort. La même chose avec Jean-Paul Gaultier, où on découvre que c'est un humaniste, et pas simplement quelqu'un qui est un provocateur, mais un humaniste très profond, qui a une vision de la société très, très profonde. Même chose avec les orientalistes, quand vous avez fait venir ces trois femmes du Maroc, qui venaient donner un espèce de contrepoint à ce qui pouvait être considéré comme... Et donc, cette vision de, je dirais, là, ce space qui finalement finit par nourrir le monde entier de nouvelles visions du musée est une chose intéressante. Il y a évidemment aussi... vous générez des événements. Je pense que Jean-Paul Gaultier était un événement. Un événement, ça permet de faire quoi? Un événement, ça permet de créer ce qu'on appelle un local buzz, mais de créer des global pipelines. Et puis, vous en avez créé des global avec Sydney, avec Stockholm, avec Paris, etc. Ça permet de faire en sorte que le musée n'est plus un musée qui s'enferme dans ce qu'il est, mais un musée qui respire. Et puis, la dernière chose, c'est que vous êtes aussi un lieu de projets. Les projets sont immenses, les projets sont pédagogiques, les projets sont des projets aussi architecturaux. Et tout ça fait qu'il y a beaucoup de vie qui se crée. Ma dernière remarque serait, OK, vous avez les artistes, vous avez les peintres, les sculpteurs, pourquoi pas un jour l'art du management? Je vais être provocateur, mais vraiment, Steve Jobs, c'est magnifique. Enfin, d'ailleurs, la relation avec Steve Jobs, avec l'art, est absolument extraordinaire. Mintzberg, pas mal. Edison, c'est un artiste du management. Barnard, c'est plus que magnifique. Et donc, on pourrait imaginer... Je rêve. On rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, merci. Madame Mondil, merci. Tout d'abord, je vais être très honnête, je n'avais pas envie de parler. Parce que c'est ça serait le commentaire après un opéra ou la note de bas de page à la fin de Shakespeare. C'est pas très intéressant. Cela dit, puis je pense à mon collègue Serge, avec qui on a beaucoup de fun à enseigner un cours modeste, mais de management stratégique des industries culturelles. C'est un exemple extrêmement inspirant. Puis Serge, il aime beaucoup écrire. S'il y avait une biographie à écrire, Nathalie Bondil, je pense que ce serait Portrait du conservateur en hacker. Et je pense qu'il y a un travail de hacking de l'institution. On pourrait jouer sur le hacker, prendre à cœur l'institution aussi. Il y a un travail sur l'institution qui est absolument formidable. C'est Latour, vous savez, en sociologie des sciences, qui dit il y a deux sciences. Il y a une science faite, qui finalement est une science morte, qui est un savoir mort, qui est utile, qu'on va essayer de réanimer de temps en temps. Et puis, il y a une science en train de se faire. Alors, il y a peut-être une culture faite et éventuellement une culture en train de se faire. Patrick l'a dit, c'est un mot, je pense, qui est précieux, qu'on oublie un peu. Il a mentionné Charles Mathieu Brunel, il a mentionné la Tohu, des gens qu'on aime beaucoup, qui nous touchent aussi profondément. Je pense qu'un des secrets, c'est de réintroduire de la vie. De réintroduire de la vie autour de cette question de la culture, puis autour d'une question qui, au XXe siècle, a été très dure, qui, au XXIe siècle, n'est pas réglée, qui devra passer par la culture, qui est la question de l'identité. En passant sur le principe que l'identité, c'est pas un capital, c'est pas un acquis, c'est pas juste un héritage. L'identité, ça se co-crée. Ça se co-crée en invitant 400 associations à réfléchir avec nous. Ça se co-crée aussi dans la pathologie, qui peut être une découverte, l'art-thérapie. Ça se co-crée évidemment dans la rencontre. Et je pense qu'il y a un secret là extrêmement riche de dire on va collectivement se recréer des identités, jouer nos identités. Et si c'est ça un musée aujourd'hui, on va y aller encore plus souvent. Alors merci beaucoup, Madame Mondil. Merci beaucoup.